On va attendre un petit moment que l'audience se connecte. Alors bonjour, nous pouvons voir qu'il y a déjà 2 personnes là de connectées. Bonjour ou bonsoir. Nous allons attendre un petit moment. Bonjour ou bonsoir, merci d'être là. Nous allons patienter encore un petit moment. Déjà 5 personnes de connectées. Ils arrivent tout doucement, hein. Alors, bienvenue dans ce live, dans cette conférence qui porte donc sur les études au Canada. Nous allons commencer dans quelques instants et comme annoncé, nous parlerons du système éducatif canadien. On parlera aussi des avantages d'étudier au Canada. On couvrira ensuite la procédure pour devenir un étudiant, une étudiante internationale au Canada. Et finalement, nous parlerons de la possibilité d'obtenir une bourse d'études pour le Canada et évidemment, nous répondrons à vos questions. Donc, Maître Nava Elmi et moi, Bertrand Defoe,
sommes très, très heureux d'être avec vous et on commencera dans un tout petit moment. Ça fait 5 minutes déjà qu'on attend. Il y a du monde qui arrive, c'est bien. Alors, dans le chat, comme on dit, dans le clavardage, si vous voulez bien écrire d'où vous nous suivez là en ce moment, de quel pays vous nous suivez, ça fait chaud au cœur de voir que nous sommes connectés avec le monde là. Si vous voulez bien écrire, voilà, bonjour, hello à Magali, merci d'être là. Si vous voulez bien écrire dans le clavardage de quel pays vous nous suivez en ce moment, juste pour qu'on voit la diversité, n'est-ce pas, de notre public. Alors, Maître Elmi, je pense que vous êtes d'accord qu'on commence. Totalement. On a On assez commence quand vous attendu, voulez. là. Voilà, c'est... Donc, rebonsoir et une fois de plus, merci pour votre temps ce soir. Très, très apprécié. Cette conférence est prévue pour durer 1 heure, pas plus que ça. On serait heureux, Maître Elmi et moi, si nécessaire, d'organiser une autre prochainement et surtout, entre-temps, de répondre à vos questions après la conférence, s'il y a quoi que ce soit. Donc, étudier au Canada, c'est possible. Alors, avant de couvrir les différentes parties de cette conférence, nous allons nous présenter, n'est-ce pas, Nava? Totalement. Est-ce que vous voulez commencer peut-être? Bien sûr, avec plaisir. Donc, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici. Je suis avocate en immigration à Toronto. Je suis originaire de Paris. J'ai immigré au Canada il y a 8 ans et ça fait 8 ans que je pratique ce métier. Mes parents sont tous les deux iraniens, donc il y a une très très forte communauté francophone, iranienne et une communauté francophone qui s'accumule année en année. Et donc, j'amène énormément de francophones de la France, mais aussi énormément d'Afrique au Canada, que ça soit sur le plan temporaire, donc ils viennent ici juste pour un certain temps, donc par exemple pour un permis de travail, ou alors pour complètement rester ici pour la résidence permanente. Voilà, merci beaucoup, Nava. Moi, c'est Bertrand Defo, consultant en éducation, coach certifié et conférencier international, fondateur, directeur d'Educ Nation Consulting Inc. Donc voilà, bientôt 5 ans, un peu plus de 4 ans que Educ Nation Consulting Inc. existe et travaille. Nous travaillons dans l'éducation. L'éducation, oui, des étudiants internationaux vers le Canada, mais l'éducation dans un sens beaucoup plus large avec l'accompagnement, pas seulement vers le Canada, mais l'accompagnement, ce qu'on appelle le coaching. Nous mettons en relation aussi les institutions éducatives canadiennes avec leurs homologues internationales. Nous offrons des formations en ligne sur notre site Internet et nous offrons aussi des formations en présentiel dans les écoles, dans les les institutions éducatives et dans les entreprises également. Alors, pour ne pas prendre plus de temps que ça, Nava, voilà 1 an déjà que nous collaborons, que Duke Nation collabore avec vous. Je crois que ce serait important de dire un peu ce que nous offrons Totalement. dans notre collaboration. Totalement. Alors nous, on se concentre donc avec Monsieur Bertrand, on se concentre sur les étudiants internationaux qui veulent venir au Canada. Donc c'est pas suffisant pour l'immigration de juste dire je veux venir au Canada, n'importe quelle école, n'importe quel programme.
Donc, nos services sont vraiment complémentaires. C'est-à-dire que M. Bertrand s'assoit avec les étudiants, regarde leur profil et regarde leurs objectifs à long terme et à court terme. Et en fonction de ça, il dresse une évaluation et regarde quel établissement scolaire et quel programme serait le mieux pour vous. Une fois, il va vous aider, une fois que ça s'est fait, une fois que la discussion a eu lieu et que vous êtes certain que c'est le bon programme, etc., il va vous aider à faire la demande pour obtenir une lettre d'acceptation d'un établissement scolaire, donc secondaire ou post-secondaire, au Canada et partout au Canada. On ne se concentre pas uniquement au Québec ou en Ontario, on couvre tout le pays. Rappelez-vous que le Canada est immense. Donc, il y a 10 provinces et 3 territoires. Donc, le travail que M. Bertrand fait, c'est vraiment un travail très minutieux. C'est un 101. Pourquoi? Parce que une fois que la lettre d'acceptation a été reçue, c'est là où mon travail commence, où je fais une demande de permis de travail. Et pour le permis de travail, il faut démontrer absolument pourquoi est-ce qu'une personne de l'Afrique ou de la France va soudainement vouloir venir au Canada et pas dans un autre pays, étudier dans cette université-là et pas une autre université, et dans ce programme-là et pas un autre programme. Donc, ça veut dire que le programme et les études que vous allez faire au Canada doivent être plutôt spécifiques et uniques au Canada. Si, par exemple, il est facile de trouver une école de haute gastronomie en France, pourquoi venir étudier la gastronomie au Canada, par exemple? Donc, le travail que M. Bertrand fait, c'est vraiment un travail en amont qui est déterminant pour la réussite du permis d'études. Et une fois que le permis d'études a été obtenu, là, on vous accompagne sur l'intégration au Canada. Donc, comme tout le monde, évidemment, lorsqu'on arrive dans un autre pays, il faut une sécurité sociale, il faut un compte bancaire, il faut un logement et on vous accompagne étape par étape avant même que vous veniez au Canada. Voilà. Donc, Rien que trois ça. étapes, rien que ça. Merci beaucoup, Nava. Donc, trois étapes dans le processus bien expliqué. S'il y a des questions, évidemment, nous y répondrons un peu plus tard durant cette conférence. Alors, comment ça fonctionne les études au Canada? Il faudrait commencer par dire que le Canada est un pays fédéral. Je pense que ça, nous le savons. Ça détermine toute la suite, en fait. C'est-à-dire que les 10 provinces et les 3 territoires, comme le rappelait Maître Elmi tout à l'heure, les 10 provinces et 3 territoires gèrent elles-mêmes leur système d'éducation. Il y a donc des variations, là, des différences relativement importantes d'une province à l'autre, d'un territoire à l'autre en ce qui concerne l'éducation. Évidemment, il y a l'élémentaire, il y a le secondaire, il y a le postsecondaire. Je pense que probablement la majorité des personnes en ligne aujourd'hui sont intéressées par le postsecondaire, je présume. Alors, au niveau du postsecondaire, il y a beaucoup de variations, hein, beaucoup de choix. Évidemment, il y a le bac, le baccalauréat, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle dans le système français, là, France, Belgique, et les pays francophones d'Afrique, là, par exemple, qu'on appelle le bac, qui là-bas est la fin du secondaire. Ici, le bac, c'est en fait le diplôme qui sanctionne la fin du premier cycle universitaire. Donc, 3 ans ou 4 ans selon les universités, selon les programmes d'études. Ensuite, il y a la maîtrise, le master, évidemment, le doctorat, le PhD, il y a le postdoc. Mais à l'intérieur de ça, il y a des certificats, 1 an, quelques mois. Il y a des diplômes, des DSS, diplômes d'études supérieures, d'1 an aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a même des micro-programmes, hein, des programmes sur 3 mois, sur 6 mois. Il y a aussi la possibilité de venir au Canada pour améliorer ses compétences, que ce soit en français ou en anglais. La possibilité de faire des échanges,
que ce soit au secondaire ou au post-secondaire, la possibilité d'effectuer aussi un stage, n'est-ce pas, au Canada. Donc, autant de possibilités. On pose souvent la question, je ne veux pas trop m'étendre là, j'imagine que ça va revenir dans les questions, on pose souvent la question des coûts. Les coûts varient énormément selon le niveau d'études, on s'entend, mais aussi selon la province, selon l'université, selon le programme d'études visé. En général, pour un programme universitaire, les autorités canadiennes s'attendent à ce qu'on dégage autour de 15 000 dollars. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais aux environs de 15 000 dollars pour une année d'études. Les 15 000 dollars couvrent à la fois les frais de scolarité et les frais de subsistance, donc voilà, l'appartement, etc., etc., la nutrition. Donc, voilà pour le système éducatif canadien très, 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 très rapidement. Le pays est bilingue. Il y a des universités, pour ne parler que des universités, il y a des universités qui sont exclusivement francophones, exclusivement anglophones, et il y en a qui sont bilingues. L'Université d'Ottawa, par exemple, est bilingue, mais ce n'est pas la seule. Deuxième partie, quels sont les avantages d'étudier au Canada? Avant que je couvre cette partie, que je donne les avantages selon moi, selon mon expérience comme étudiant ici, Nava, je te laisse la parole. Parfait. Vous avez étudié également au Canada, d'ailleurs. Belle coïncidence, nous avons étudié dans la même université. Totalement. Moi, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante. C'était un tremplin pour moi pour accéder à la résidence permanente. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à Québec, à la ville de Québec. Donc, il y a la province de Québec et dans la province de Québec, il y a la ville de Québec, qui a une immense université qui s'appelle l'Université Laval. Et j'ai fait ma maîtrise en droit là-bas. Donc, c'était une expérience vraiment très, très, très enrichissante. Moi, déjà, ce que je cherchais au niveau du Canada, c'était une certaine notoriété qu'apporte le Canada sur un CV. Les portes couvrent une éducation au Canada ne sont pas négligeables, premièrement. Et ensuite, j'avais eu beaucoup l'occasion de voyager dans le continent nord-américain. Et la mentalité nord-américaine, dont la mentalité canadienne, c'est vraiment quelque chose qui m'a attirée dès le départ. C'est-à-dire que il n'y a aucun jugement. Toutes les portes sont ouvertes. Il suffit juste de le vouloir pour l'avoir. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, c'est la vie. La vie n'est pas facile, il faut faire les efforts de toute façon. Mais c'est un pays qui a énormément de capacités et qui vous donne énormément d'opportunités. Donc, évidemment, lorsque j'ai tâté le terrain en tant qu'étudiante, ça a été très rapide pour moi de prendre la décision de rester de façon permanente. Et comme je vous l'ai dit dès le départ, moi, ça fait maintenant 8 ans que je suis ici et aucun regret. Voilà, donc je suis curieuse de savoir, vous, Bertrand, qu'est-ce que vous pensez? Quels ont été les avantages pour vous d'être venu au Canada? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Merci, Nava, de me passer la parole. Énormément d'avantages. Je vais en donner quelques-uns pour ne pas monopoliser la parole trop longtemps. En plus de ce que vous avez mentionné, à savoir l'état d'esprit, hein, le monde de possibilités, hein, le Canada, l'Amérique du Nord, l'esprit canadien, l'esprit nord-américain. Pour ceux qui ont vécu sur d'autres continents, en Afrique, en Europe ou ailleurs, c'est différent. On voit dès les premières semaines, là, on saisit, on capte cette différence-là. En plus de ça, Nava, comme vous, j'ai étudié à l'Université Laval, on l'a dit tout à l'heure, et je voudrais raconter juste une petite expérience. Ça va être court, je raccourcis là, parce que je fais attention au temps. Des fois, je parle beaucoup. Voilà, je faisais d'abord, je m'étais inscrit pour un DESS en relations publiques. N'ayant pas fait de bac en communication, parce que je voulais m'inscrire à un master en communication publique, l'Université Laval, lorsque j'étais à Genève, durant la procédure, m'avait dit non, on ne peut pas vous admettre, vous n'avez pas fait de bac en communication. Par contre, on peut vous admettre à un DSS de relations publiques. C'est un programme d'1 an. J'ai dit OK, parfait. Alors, j'arrive et là, on m'explique que voilà, il y a une passerelle. C'est-à-dire que
après avoir validé un certain nombre de crédits, un certain nombre de cours, avec une certaine moyenne, il y a la possibilité de passer du DESS à la maîtrise, au master en communication publique. Ce que je fais rapidement. Donc, il y a cette flexibilité dans les programmes. C'est comme les autoroutes en Amérique du Nord, là, pour ceux qui ont vécu déjà ici ou qui regardent un peu les films et tout ça, là. C'est tellement imbriqué, là, il y a tellement de possibilités. Ce n'est pas rigide comme dans certains autres pays. Ça, c'est un avantage énorme pour qui veut changer de filière, changer de programme, étudier deux, trois affaires, multiplier ses compétences, etc., etc., avoir plusieurs cordes à son arc. Ensuite, un jour, là, durant un des cours de la maîtrise en communication publique, j'avais quelques difficultés pour un travail parce que ça demandait d'utiliser un certain logiciel et je n'étais pas familier avec ce logiciel. Alors, je pose des questions durant le cours et la prof me dit, elle y répond, mais elle me dit, écoute Bertrand, je pense que tu as besoin de plus d'aide que ça. Le travail est à rendre à telle date, mes heures de rencontre sont à telle date, mais je suggère là, pour répondre vraiment à tes questions, si tu es d'accord, donne-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle samedi matin. J'ai dit, OK, merci madame. Samedi, à 9h, mon téléphone sonne. J'étais encore au lit. Je m'étais couché très tard, là. Alors, et la prof prend le temps vraiment de m'expliquer pas à pas comment ça marche le logiciel, ainsi de suite, un samedi matin. Alors, j'ai voulu prendre cet exemple pour illustrer la disponibilité. Ça m'a énormément impressionné, la disponibilité des profs. Il n'y a Exactement. pas ils ne se mettent pas sur un piédestal comme dans certains autres pays. Les profs sont extrêmement disponibles, sont vraiment là pour aider les étudiants, les étudiantes. Il y a aussi la vie à l'université, n'est-ce pas, Nava? Je suis sûr que tu as vécu ça. Il y a les clubs, il y a cette sociabilité-là qui est vraiment extraordinaire au Canada, que ce soit au Québec, en Ontario ou dans d'autres provinces canadiennes, où les étudiants se rencontrent après le cours, avant le cours, ça dépend. Il y a la possibilité de travailler aussi sur le campus. Peut-être que vous allez en parler un peu, Nava, la possibilité de travailler sur le campus et de travailler hors du campus. Dans mon cas, par exemple, à l'Université Laval, j'ai été, durant mon master en communication publique, avec un de mes profs, d'ailleurs celui qui a supervisé mon travail de recherche pour la maîtrise, j'ai été assistant d'enseignement et de recherche pour un de ses cours, ce qui est une très, très belle expérience. J'ai été aussi, pendant que je terminais, juste à la toute fin de ma maîtrise en communication, j'ai eu un emploi à temps plein pendant 4 mois au ministère des Relations internationales du Québec, à la direction de l'information. Et ce n'est pas seulement cette expérience qui m'a impressionné, c'est la confiance qu'on m'a donnée. Et c'est là que j'ai réalisé que je faisais déjà partie de ce pays. J'étais responsable, par exemple, de l'intranet, dans l'Internet du ministère, à l'intérieur pour les employés. Donc, je sélectionnais les articles que le personnel allait lire à l'heure arrivée à 8 heures. Moi, j'arrivais à 5 heures pour concevoir la revue de presse pour le personnel. Ça, c'est une grande confiance. On m'avait confié aussi un travail de recherche sur l'image du Québec à l'international. Donc, pendant 2 mois, là, de 4 mois de mon expérience de travail, j'ai analysé, en utilisant certains moteurs de recherche, comment le Québec était présenté dans les médias internationaux. La culture, le sport, la politique, l'économie. Et juste avant la fin de mon emploi de 4 mois, j'ai présenté ce travail à une bonne partie du personnel. Plusieurs directeurs, directrices là au ministère et puis d'autres collègues étaient présents. Ça montre la confiance, ça montre le côté social, le côté humain, l'importance, la valeur qu'on accorde aux étudiants, qu'on accorde à, aux immigrants, qu'on accorde à toutes les personnes capables de démontrer leurs compétences. L'autre avantage, c'est le bilinguisme. On sait que le Canada est officiellement bilingue. Je ne veux pas insister là-dessus. Euh, il y a la qualité de vie au Canada. En général, le Canada est classé par soit le premier, soit le deuxième pays où il fait le mieux vivre
au monde, le plus souvent dans les classements internationaux. Qualité de vie extraordinaire. Il y a aussi le dynamisme de l'économie, les opportunités de travail après les études, de s'intégrer, de mettre à profit ses compétences. Évidemment, ce n'est pas parfait. Il n'y a pas de chômage zéro ici, 0%, non. Mais tout de même, c'est beaucoup mieux qu'ailleurs côté employabilité. Alors, voilà quelques avantages là, pour ne pas m'étendre trop longtemps sur cette partie, quelques avantages d'étudier au Canada. Totalement d'accord avec vous. Pour résumer, moi vraiment, ce qui m'a intéressé dans le Canada, c'est les opportunités que vous avez ici. La qualité de vie qui vient avec, évidemment avec les opportunités de travail, n'est pas comparable pour moi par rapport à d'autres pays où j'ai pu vivre ou voyager. Maintenant, on va s'étendre un petit peu plus sur le permis, la procédure pour obtenir un permis de travail au Canada. Donc, dès le départ, donc c'est quoi un permis d'études? Un permis d'études est un permis temporaire pour la période de vos études au Canada. Donc, ça peut être juste de quelques mois, comme M. Bertrand vient de le dire, pour une petite formation, ou ça peut être pour 3 ans, 4 ans, pour un doctorat ou un postdoc. Donc, votre permis de travail, c'est un papier où il y aura écrit votre nom, l'établissement scolaire, le programme et la durée. Donc, en tant qu'avocate, mon travail est de prouver à un officier en immigration qu'après être venu au Canada et avoir étudié et avoir obtenu le diplôme, vous retournez dans votre pays d'accueil, dans votre pays d'où vous venez, de citoyenneté généralement. Donc, c'est très important de démontrer l'importance pour laquelle vous vous déplacez au Canada pour faire vos études. Donc là encore, je reviens sur la première étape qui est cruciale et qui est avec M. Bertrand, qui est de choisir un établissement scolaire et un programme qui est en accordance avec votre passé éducatif et professionnel. Donc, M. Bertrand va regarder vos stages, va regarder si vous avez fait du volontariat, par exemple, parce que ça, ce sont des choses qui comptent en plus des notes que vous avez eues. Mais aussi, on discute de vos projets. Est-ce que vous voulez venir au Canada pendant 3-4 mois, 7 mois pour juste faire une formation et retourner au pays? Ou est-ce que votre but final, c'est d'obtenir la résidence permanente? Donc, en fonction de ça, la stratégie qu'on va aborder ensemble et les programmes qu'on va vous proposer vont être différents. Une fois que l'obtention d'une lettre d'acceptation a été faite et que M. Bertrand vous a aidé pour ces étapes-là, je commence la demande pour le permis d'études. Donc, il y a une liste de documents à fournir, passeport, carte nationale d'identité, relevé de notes, diplôme, service militaire. Parfois, il faut faire un examen médical aussi. Donc ça dépend des pays. Parfois, on va vous demander aussi un certificat de casier judiciaire. Ça aussi, ça dépend des pays. D'où est-ce que vous venez? Et ensuite, on envoie la demande. Une fois que la demande a été envoyée, ça prend généralement, on va dire, 4 à 5 mois jusqu'à ce que la demande soit traitée. Vous allez recevoir, ou en tout cas, je vais recevoir une lettre disant que Madame X est acceptée dans cet établissement-là et a un permis d'études. Donc, vous allez prendre l'avion, vous allez venir au Canada et au Canada, vous allez présenter ce document-là. L'officier va aller dans son bureau, va prendre quelques notes et va revenir vers vous avec le permis d'études en question. Avec ce permis d'études-là, vous êtes éligible à travailler sur le campus ou en dehors du campus pendant 20 heures par semaine. Pendant les périodes de vacances, pendant les vacances scolaires, vous pouvez travailler à temps plein. Une fois que le diplôme ou le certificat a été obtenu, vous pouvez avoir un permis de travail post-diplôme. Ce permis de travail post-diplôme sera valide pendant 3 ans si
vous avez étudié pendant au moins 2 ans. Ce permis de travail-là sera valide pendant 1 an si vous avez étudié pendant 8 mois à 12 mois. Donc, ça veut dire que si vous souhaitez avoir de l'expérience canadienne et éventuellement avoir une résidence permanente au Canada, il faut que votre permis, que votre durée d'études soit au moins de 8 mois et plus. OK? Une fois que vous avez ce fameux permis de travail, donc après avoir eu votre certificat, votre diplôme au Canada, l'idéal, c'est d'accumuler une expérience de travail canadienne avant de faire votre demande de résidence permanente. Donc là, il y a certaines provinces, donc chaque province, par ailleurs, a son propre système pour la résidence permanente. Donc, dépendamment de l'emplacement de vos études, là, je vais vous dire, est-ce que vous pouvez faire une demande de résidence directement après avoir eu votre diplôme ou est-ce qu'il vaut mieux que vous accumuliez au moins 1 an d'expérience à temps plein, ça veut dire au moins 30 heures par semaine, avant de pouvoir faire la demande de résidence permanente. OK? Voilà, merci Nava. Je voudrais préciser ici ce que vous avez parlé de l'expérience canadienne. Lorsque j'analyse un dossier, là, une demande, avant de suggérer tel ou tel programme, telle ou telle université, je tiens compte évidemment, ça dépend des niveaux, mais je tiens compte de est-ce que ce programme offre ce qu'on appelle ici le coop, en fait un stage ou un emploi en entreprise. Il y a des programmes, il y a des bacs par exemple, donc des programmes de premier cycle universitaire, en général qui sont de 4 ans et qui offrent la possibilité d'étudier et de travailler simultanément ou alternativement. Études-travail, n'est-ce pas? Programme alternatif là. Ça veut dire qu'on passe quelques semaines à l'université, on passe quelques semaines en entreprise ou bien quelques jours à l'université, la même semaine et quelques jours en entreprise. C'est très, très, très important ces programmes. Pour quelle raison? Ça permet à la personne, à l'étudiant, à l'étudiante d'acquérir de l'expérience, évidemment, de valider, de confirmer, de concrétiser ses apprentissages. Ça permet de financer une partie de ses études. Ça permet de développer son réseau social. Hein. Le réseau est très, 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 très important. Au Canada, je crois probablement comme partout ailleurs, là, il faut connaître du monde pour avoir des informations, pour être au courant de telle ou telle opportunité. N'oublions pas qu'environ 80%, au moins 80% des emplois ne sont pas publiés au Canada. Donc, 20% seulement sont publiés, là. Les emplois qu'on voit sur Internet, là, ça ne représente pas plus de 20%. Alors, c'est important déjà de développer son réseau de contacts. Et ça commence à l'université ou au collège ou à l'école, son réseau de contacts. Donc, très, très, très important. Voilà les éléments auxquels je fais attention. Je voudrais attirer aussi l'attention de notre audience sur le système d'évaluation. C'est vrai que je n'en ai pas parlé dans la première partie, le système d'évaluation au Canada, qui est quand même assez différent du système, on va dire, disons, français. France ou voilà, des pays historiquement liés à la France. Okay. La façon d'évaluer dans les pays francophones ailleurs peut être considérée parfois comme un peu très, très dur. Hein. Ça peut paraître peut-être un peu désavantageux pour certains programmes parce que voilà, les profs de l'autre côté ont un système d'évaluation extrêmement, quand on compare au système canadien, extrêmement sévère, extrêmement, extrêmement sévère. Cependant, beaucoup d'universités sont informées des différences dans les systèmes d'évaluation et beaucoup d'universités en tiennent compte. Donc, voilà des éléments que je regarde aussi. Lorsque des bulletins me parviennent là, des relevés ou des relevés de notes me parviennent, je fais attention à quelle université je vais choisir, quel programme je vais choisir, tenant compte des notes que je vois sur le relevé de l'étudiant ou de l'étudiante.
Et puis, dans certaines universités qui sont conscientes de ces différences, il y a une variation de notes dans l'admission. On va dire, tel pays, pour être admis à tel programme, on veut telle note. Tel autre pays, c'est telle autre note. Parce que les universités qui le savent ajustent justement les moyennes d'admission selon le pays dans lequel la personne, le candidat, la candidate a étudié. Donc, c'était des éléments, je pense, importants à expliquer à notre audience ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour cette partie, Nava, que vous voulez Non, pas forcément. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être que ça intéresserait certaines personnes de parler de bourse, parce que Oui, c'est aussi quelque chose que vous regardez d'emblée. Évidemment, on est conscient que les frais de scolarité au Canada ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays. Moi, par exemple, venant de France, même mes études universitaires ont été gratuites pour moi. Lorsque je suis venue au Canada, c'était pas du tout les mêmes prix. Il y a énormément de personnes qui me contactent d'emblée et qui me demandent est-ce qu'on est éligible pour une bourse. Et là, encore une fois, c'est le travail en amont que fait M. Bertrand et son équipe pour vous fournir ces informations-là avant même de commencer la demande de permis d'études. voilà, merci Nava, je vais en parler. Euh, c'est un sujet qui nous tient à cœur, là, à Éducation, pour plusieurs raisons. Évidemment, il y a un attachement personnel. J'ai moi-même bénéficié de plusieurs bourses, hein, bourses pour l'Université de Genève, bourses de l'Université Laval et bourses de l'Université d'Ottawa par la suite. Donc, je suis très, très sensible à ce côté-là. Oui, il y a des possibilités de bourses pour le Canada. Le Canada est un pays très compétitif, on le sait, qui attire beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiantes. Il y a des bourses quasiment dans toutes les provinces. Il y a des bourses dans de nombreuses universités à tous les stades quasiment. Là, il y a des bourses, par exemple, avant l'université. Il y a des bourses premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Il y a des bourses même pour ceux qui veulent faire un post-doc, un post-doctorat. Donc, je vais mettre là dans un moment un lien. Je vous prie de remplir, lorsque je vais le placer dans quelques instants, de cliquer sur le lien, de remplir le petit formulaire, de nous signifier si vous êtes intéressé par la bourse, quel programme, quel niveau, de choisir la langue aussi. Est-ce que vous voulez étudier en français seulement, en anglais seulement, ou bien est-ce que vous souhaitez étudier dans les deux langues? Ce sont des informations importantes. Et sur la base de ces informations, nous allons vous faire parvenir par courriel ces bourses-là. Nava, je crois qu'il y a un petit effort de leur part à fournir. Est-ce que vous voulez en parler? Alors, maintenant, on va parler, c'est tout bien, c'est tout beau, tout ça. On va parler des prix. Donc, évidemment, le service qu'on offre a un prix, le temps qu'on met, c'est de l'argent aussi. Tout le processus pour vous accompagner dès le début, c'est-à-dire regarder votre cursus, vous trouvez un établissement scolaire, vous aider à vous inscrire, faire la demande de permis d'études et vous aider à vous intégrer une fois ici. Notre package est à 4 000 $. Maintenant, pour tout ce processus-là, c'est-à-dire tout ça, on fait une offre spéciale pour cette semaine-là pour les spectateurs d'aujourd'hui. Donc, si vous nous appelez et que vous souhaitez commencer la procédure à partir de maintenant jusqu'au 5 septembre, nos prix sont de 3 400 au lieu de 4 000. Par contre, au niveau de la bourse, il y a un prix de 29,99, il me semble, par personne. Si vous voulez que déjà on fasse un travail en amont pour vous dire est-ce que vous êtes éligible à des bourses ou pas. Évidemment, cela nous prend énormément de temps. On regarde toutes les possibilités et nous vous communiquons uniquement une ou deux options qui sont valides pour vous. Évidemment, ce qu'on vous dit, ça ne veut pas dire, si on vous dit que oui, vous êtes éligible pour une bourse, ça ne veut pas dire que vous allez forcément l'avoir.
Okay, c'est vraiment de l'information qu'on vous donne pour vous donner de l'espoir et vous dire, écoutez, Monsieur Bertrand, vous voulez étudier dans cette université-là. Oui, il y a telle ou telle bourse qui sont possibles pour vous. Ensuite, la décision ne dépend pas de nous. La décision dépend de l'établissement une fois qu'il regarde votre dossier. Et évidemment, il y a d'autres personnes qui font aussi appel à ces bourses-là. Donc, il va falloir monter un dossier pour la bourse avant d'avoir une réponse finale. Donc, comme je viens de l'indiquer, les prix en termes généraux sont de 4 000 et ça inclut tout ce qu'on vient de dire. Pour cette semaine-là et jusqu'au 5 septembre, donc 7 jours, si vous souhaitez commencer la procédure, nos prix seront de 3 400 au lieu de 4 000. Merci Nava, je voudrais préciser, c'est important que les $29, 29,99 pour avoir accès déjà aux informations bien spécifiques, il y a un formulaire d'ailleurs que je viens de mettre sur le clavardage là. Je vous prie de remplir pour ceux et celles qui sont intéressés à recevoir ces informations sur les bourses. Donc, nous vous communiquerons des informations sur les bourses par rapport à votre situation, au programme visé, au niveau d'études visées, par rapport à la langue. Donc, c'est bien, bien, bien spécifique. Et ces $29 sont, voilà que j'oublie le mot en français, seront déduits, voilà, sont déductibles, seront déduits donc de la suite de la procédure pour les personnes qui voudront s'engager avec nous, qui prendront nos services. Cela signifie que au lieu de $3 400, pour ceux qui paieront, auront payé déjà les $29 pour la bourse, bon, ça sera 3 400 moins $29, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai oublié une information en avant concernant les bourses? Je pense qu'on a fait le tour, hein. Je viens de voir une petite question ici. J'aimerais bien en voir plus et savoir les personnes qui nous écoutent, quel type d'informations est-ce qu'elles recherchaient? Est-ce qu'on a répondu à leurs questions? Est-ce qu'elles ont plus de questions à nous poser? On a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à utiliser ce temps-là et notre expertise afin peut-être de vous aiguiller dans votre venue future au Canada. Donc, on a une question ici. Bonjour, de Hawa Bambi. Bonjour, pouvez-vous nous donner la définition de la bourse aux destinations Canada? Forum mobilité. Donc, je ne sais pas exactement si c'est une bourse spéciale destination Canada, je ne pense pas. Comme M. Bertrand vient de l'indiquer, vraiment toutes les universités et tous les collèges, tous les établissements scolaires ont des bourses. Maintenant, c'est à nous de voir par rapport à votre background, donc que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de ce que vous avez fait en dehors de votre éducation, comme par exemple le volontariat et évidemment vos notes, si vous allez être éligible à une bourse de mobilité ou pas. Voilà, donc merci Nava. Je vais redire là, ce que vous avez déjà dit, à savoir qu'aucune bourse, l'obtention d'aucune bourse n'est garantie. Nous ne pouvons évidemment pas la garantir pour la simple et bonne raison que ce n'est ni Maître Elmi, ni mon équipe, ni moi, personne de nous n'analyse de dossier là, de demande de bourse et personne ne prend de décision pour une bourse. Nous vous accompagnons simplement. Donc, très, très, très important. Il y a des Monsieur bourses Bertrand, un peu partout. Oui, Navan? excusez-moi, je pense que Monsieur Hawa ou Madame Hawa, Madame, je ne sais pas, madame. Madame, excusez-moi, euh, elle souhaiterait savoir vraiment la définition d'une bourse d'études. Oh, OK. Merci, merci pour la précision. Donc, Madame Awa, qui est une fidèle des publications d'Éducation, c'est pour ça que je sais que c'est une dame. Euh, donc, une bourse, c'est un montant alloué par un gouvernement, alloué par une institution à une personne pour que cette personne, quand c'est une bourse d'études évidemment, pour que cette personne poursuive ses études. Les montants des bourses varient énormément. Il y a des bourses de $1 000, il y a des bourses de $10 000, il y a des bourses même de plus de $35 000. C'est juste incroyable. Et bon, ben, le montant de la bourse, cela peut aller jusqu'à éviter complètement à l'étudiant, à l'étudiante
de payer quelques frais de scolarité que ce soit. Dans mon cas, par exemple, hein, pour l'Université de Genève, où j'avais une bourse de plusieurs milliers de francs suisses, à peu près l'équivalent de dollar canadien, un peu plus fort que le dollar canadien. Grâce à cette bourse, je n'ai pas eu besoin euh, de payer de caution à l'époque. Là, fallait payer une caution de pas mal cher là, pour pouvoir obtenir son visa d'étudiant. Et cela m'a permis aussi d'obtenir un subside, c'est-à-dire une réduction des frais d'études au niveau de l'université. Donc, c'est ça une bourse d'études, c'est un montant alloué par l'université, un collège, une institution, à une personne pour que cette personne puisse financer ses études et financer, selon le montant de la bourse, financer peut-être aussi le, 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 le coût de vie. À côté des bourses, mais là, il faut déjà être au Canada, il y a des aides que les universités accordent pour des étudiants qui éprouvent des difficultés financières ou qui traversent des situations familiales bien spécifiques. Il y a pas mal d'aides aussi que les collèges et que les universités accordent en plus des bourses. Mais pour ces aides-là, il faut déjà être sur le territoire. Oui. Je veux quand même mettre un bémol ici sur le fait que l'une des conditions pour venir au Canada, c'est quand même d'avoir assez une capacité financière à payer vos frais d'études et pouvoir payer tout autre frais comme le logement ou la nourriture. Donc, avoir une bourse, c'est bien, c'est un plus que je mets évidemment dans votre application, mais vous ne pouvez pas venir au Canada avec 0 $. Je vais vous demander dans votre demande dans l'application, il va me falloir un bank statement, un relevé bancaire. Okay? Et votre relevé bancaire ne peut pas être à À zéro. zéro, par exemple. Okay? Donc, je veux juste clarifier le fait que vous ne vous pouvez pas penser à venir au Canada sans avoir un minimum d'apport financier venant de votre propre poche. Parce qu'encore une fois, la bourse d'études, rien ne vous garantit forcément que vous allez l'avoir. Évidemment, si on vous dit que vous pouvez faire une demande, c'est qu'on a fait nos recherches. On ne veut pas perdre votre temps ni notre temps. Qu'on a fait nos recherches et qu'on pense évidemment que vous êtes éligible et que vous avez des chances de l'avoir. Maintenant, il y a une autre question de Bruno. Comment faire pour immigrer au Canada sans passer par l'option des bourses d'études? Comme je viens de le dire, la bourse d'études est juste un plus. Vous n'avez absolument pas besoin d'avoir une bourse pour obtenir un permis de travail, un permis d'études, excusez-moi. Je dois admettre que la plupart des clients que j'ai eus jusqu'à maintenant pour avoir un permis d'études, et ça fait plus de 8 ans que je fais ce métier-là, très rarement j'ai eu besoin de forcément faire appel à des bourses et de passer par une bourse. Généralement, les personnes obtiennent une lettre d'acceptation d'une université ou d'un établissement scolaire sans forcément passer par une bourse. J'espère avoir répondu à votre question. On a aussi une question de Magali. Les 3 400 $ sont redevables après le retour d'informations sur l'éligibilité à la bourse. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez envie de savoir quelles bourses sont disponibles pour vous, alors là, vous allez voir Monsieur Bertrand, vous leur dites, voilà, Monsieur Bertrand, je vous ai vu durant votre séminaire, je serais intéressée pour savoir quelles sont les bourses qui pourraient m'être disponibles. Donc là, comme on a mentionné, il y a des frais de 29,99 $ qui s'appliquent. On parle de dollars canadiens. Une fois que les frais sont payés, vous allez remplir un petit questionnaire, vous allez donner quelques informations pour que M. Bertrand et son équipe puissent faire leur travail et vous fournir 1 à 2 bourses dont vous êtes éligible. Et une fois que c'est fait, que la bourse a été trouvée, là, on entame la procédure comme d'habitude et les 3 400 $.
Les 3 400 $ peuvent être payés en 2 ou 3 fois. Ça, c'est une conversation qu'on va avoir ensemble. Mais avant que j'envoie la demande auprès du gouvernement, les frais doivent être payés. Donc, les frais de 3 400 couvrent 3 étapes. L'étape 1, c'est trouver le programme d'études et l'université, vous aider à avoir une offre d'acceptation. La deuxième étape est la demande, envoyer la demande de permis d'études. Et une fois que la demande a été acceptée, faire attention et vous accompagner dans votre intégration au Canada. Donc, les 3 400, c'est pas obligé d'être payé en une seule fois. Monsieur Bertrand, n'hésitez pas d'intervenir. Moi, je suis les questions, si vous me permettez. Pendant que vous suivez les questions, Nava, pendant que vous lisez, vous regardez, vous choisissez la prochaine, je voudrais dire un mot sur la troisième partie, l'intégration. Je pense que c'est la partie malheureusement la plus négligée parce que beaucoup pensent qu'il suffit d'avoir un visa et puis voilà, on prend son vol et tout est parfait, tout est résolu. Non. Malheureusement, nous voyons beaucoup trop de personnes qui arrivent au Canada, ne pas être accompagnées, perdre du temps, tourner en rond, ne pas réussir dans leurs études, commettre des erreurs coûteuses financièrement ou bien, enfin, on ne va pas parler du côté obscur un peu du type d'erreur qu'on observe là, malheureusement. Alors, c'est très, très, très important de vous faire accompagner lorsque vous arrivez pour avoir la bonne information, le bon timing, le bon agencement pour aller vite, pour gagner en temps, pour gagner en expérience, là, pour atteindre vos objectifs et même dépasser vos objectifs. C'est très, très, très important. Il y a le côté culturel, il y a le côté légal, il y a le côté Financier, la banque. financier, professionnel plus tard, etc., etc., le réseau, comprendre la mentalité canadienne, comprendre ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, quoi faire, quoi ne pas faire. Nous vous accompagnons vraiment pas à pas. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est non seulement un accompagnement que nous-mêmes fournissons, mais nous vous mettons aussi à disposition notre réseau. C'est-à-dire que si vous avez besoin de quoi que ce soit, évidemment, on comprend qu'on est les premières personnes, les premières connexions que vous avez avec le Canada. Et nous avons été immigrants nous-mêmes, donc on connaît à quel point ça peut être difficile de se créer un réseau. Et le fait d'avoir une avocate et un consultant en éducation qui sont déjà passés par là, qui ont leur propre réseau, ça va vous ouvrir énormément de portes aussi. Donc, est-ce qu'on passe à la prochaine question, Monsieur Bertrand? Oui, s'il vous plaît, Neva. Parfait. Question de Gabriel, s'il vous plaît. J'aimerais savoir en général quelle est la moyenne minimale requise pour bénéficier d'une bourse. Ok, j'attendais celle-là. Ma réponse va te souvent, il n'y a pas de moyenne minimale. Il y a plusieurs types de bourses. Il y a des bourses d'excellence. Évidemment, là, c'est comme dans un concours, hein, plus haute est la note, mieux c'est. On sait que le Canada est très demandé, est très, très sollicité. Bon, il y a des bourses aussi qui mettent en avant plutôt le leadership. Donc, qui dit leadership ne dit pas forcément note, mais dit plutôt implication sociale, hein. Quelles sont les activités que la jeune a eu à faire durant son parcours? Est-ce qu'il ou elle a été membre de telle et telle association, je ne sais pas moi, les enfants du cœur, par exemple, à amasser des fonds, à participer à tel ou tel événement, ainsi, enfin, le leadership, je pense que tout le monde comprend là, sans que j'aille trop dans les détails. Donc, il y a des bourses aussi pour le leadership. Il y a vraiment plusieurs types de bourses. Il y a des bourses réservées aux ressortissants de certains pays seulement, etc., etc. Il y a des bourses pour femmes, il y a des bourses selon l'âge, il y a vraiment toutes sortes de bourses. Il n'y a pas de moyen. Ce que je dirais qu'il faut postuler. C'est vrai. N'hésitez pas à postuler. Même si vous avez l'impression que
votre moyenne n'est pas extraordinaire. Ça dépend du pays là, dans lequel on étudie. Je vous ai parlé il y a quelques minutes ou plusieurs minutes maintenant de différences dans l'évaluation. Hein. J'ai étudié dans 3 pays et puis je voyage et puis je discute avec les gens d'un peu partout. Et je connais les différences dans l'évaluation. Dans certains pays, l'évaluation est extrêmement dure, extrêmement stricte. Alors, les universités, les collèges au Canada, beaucoup en tout cas, sont informés de cela, sont conscients de cela et en tiennent compte. Ce n'est pas strictement une affaire de notes. C'est aussi une question d'implication, d'expérience de travail, d'expérience de vie. Et c'est tout ça qu'on met de l'avant dans une demande de bourse. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand. La prochaine question est de Target Investment. Bonjour. Est-ce que toutes les études donnent droit automatiquement à un permis de travail post-diplôme? Donc, si vous m'autorisez, je vais prendre cette question-là. Oui, bien sûr, c'est votre domaine. Donc, lorsqu'on parle de l'importance de choisir un établissement scolaire et un programme d'études, ça commence dès le départ. C'est-à-dire que toutes les écoles ne sont pas forcément admissibles à recevoir un permis de travail post-diplôme. Donc, généralement, les grandes écoles sont toutes admissibles, mais les petites écoles avec les petits trainings, des écoles privées généralement ne sont pas listées par l'Immigration Canada, donc ne sont pas amènes à octroyer, ne sont pas autorisées à octroyer un permis post-diplôme. Donc, j'espère que ça répond à votre question, Monsieur Bruno. J'avais une autre question. Bruno encore, excusez-moi, cette fois-ci c'est Bruno. Ma deuxième question est de savoir aussi, est-ce possible d'immigrer au Canada pour une autre raison, hormis celle des études? Oui, totalement. Vous pouvez immigrer peut-être directement avoir la résidence permanente sans même passer par un permis d'études. Peut-être que vous pouvez avoir un permis de travail, c'est-à-dire que la francophonie est très, très, très importante au Canada. Le Canada recherche à accueillir et à attirer les francophones et pour cela a créé des programmes d'immigration spécifiquement pour les francophones. Donc, le panel d'options en matière d'immigration est énorme. Et là, c'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire que je dois savoir à peu près tout sur vous pour pouvoir vous dire est-ce que il y a une option d'immigration en dehors du permis d'études ou pas. Obtenir un permis d'études et obtenir un diplôme du Canada, évidemment, booste vos chances d'obtenir la résidence permanente, mais tout le monde n'est pas forcément requis d'obtenir un permis d'études afin d'avoir, par exemple, la résidence permanente. Bruno ajoute le travail, par exemple. Oui, totalement, comme je viens de le dire. Vous pouvez venir au Canada avec un permis de travail si vous avez une offre d'emploi. Donc, la condition préalable à un permis de travail, mis à part si vous faites une demande sous le PVT, et le PVT, ça veut dire que vous devez avoir entre 18 et 35 ans et être sélectionné. Et donc là, sous la période du Covid, il n'y a pas encore de sélection, tout est en stand-by. Mais si vous avez un employeur qui est prêt à vous embaucher, là, c'est sûr que je peux vous avoir un permis de travail sans forcément avoir besoin de passer par un permis d'études. Voilà. Je voudrais ajouter, Nava, avec votre permission, avant que peut-être vous preniez une autre question s'il y en a, une précision importante concernant les études. Les universités acceptent là, les demandes d'admission aussitôt que dès la 3e semaine du mois de septembre. Donc, pas besoin d'attendre l'année prochaine pour lancer la procédure dès la 3e semaine du mois de septembre. Là, dans 3 semaines, on est le 29, voilà, dans 3 semaines, on peut lancer déjà une demande d'admission dans les universités canadiennes. Et notre conseil, c'est
de commencer rapidement pour éviter les mois de janvier, février lorsque beaucoup se réveillent et puis voilà, les universités sont débordées, etc., etc. Plus tôt vous commencez, mieux c'est. Oui, et puis j'ajouterais aussi que les délais de traitement d'une demande de permis d'études sont moins de 4 à 5 mois. Donc, c'est pas comme si vous allez faire une demande aujourd'hui et que demain, vous allez avoir la réponse et qu'après-demain, vous allez venir au Canada. L'immigration prend du temps et encore 4 à 5 mois pour l'immigration, c'est pas grand-chose. Et évidemment, vous voulez vous préparer, savoir en avance quelle sera votre destination, votre vie dans quelques mois. Monsieur Bertrand, j'ai une autre question de Madame Hawa. Comment accompagner un jeune n'ayant pas les fonds nécessaires pour venir? Bank statement pas suffisant. Donc, la première chose que je demanderai à cette personne-là, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir le soutien financier des parents? Est-ce que les parents peuvent être garants, fournir leur relevé bancaire et dire voilà, moi je suis prêt à subvenir aux besoins de mon fils ou de ma fille une fois au Canada. Ça, c'est très important. Une personne ne peut pas uniquement compter sur une bourse pour avoir un permis d'études. Comme je viens de le dire, une bourse est complémentaire, mais ça ne remplace pas le fait qu'une personne doit pouvoir fournir un minimum sur un compte bancaire. Donc, ça peut venir d'une tante, ça peut venir généralement, ça doit venir, c'est mieux si ça vient d'une famille proche. Donc, les parents, numéro un, et ensuite peut-être un garant très proche de la famille. Et évidemment, en plus d'une bourse. Okay. Une question qu'on m'a déjà posée, Nava, si vous permettez. Certains ou beaucoup ont de la famille déjà au Canada. Et bon, ben, des frères, des tantes, des cousins, des cousines, des sœurs souhaitent faire venir le petit frère, la petite sœur, par exemple, au Canada. Comment ça fonctionne dans ce cas sur le plan financier? Est-ce que la présence d'un membre de la famille au Canada, jusqu'à quel point c'est utile, jusqu'à quel point ça peut aider? Ça joue très positivement sur un dossier, c'est certain, parce que ça montre que la personne, l'étudiant qui vient au Canada a un support peut-être bien financier, mais aussi un support moral qui lui permet de s'intégrer plus rapidement au Canada. Donc évidemment, ça joue en leur faveur et si possible, je demande évidemment certains documents de la part de la famille au Canada, comme par exemple les papiers d'identité et si possible un relevé bancaire aussi, s'ils sont prêts à être garants. Je tiens à souligner l'information qu'on a donnée dès le départ concernant les prix en général des études. Les prix varient énormément, c'est-à-dire que j'ai vu des programmes qui étaient de 6 000, j'ai vu des programmes qui étaient de 4 000, j'ai vu des programmes qui étaient de 90 000. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment d'essayer de vous faire venir, comme on vous l'a dit, on a été étudiants nous-mêmes, on a été immigrants nous-mêmes, donc on comprend les réalités et tout le monde veut avoir une immigration la plus simple possible, la plus rapide possible et la moins coûteuse. Et c'est ce dont on essaye de vous fournir, évidemment. Monsieur Bertrand, je vais aller à une autre question, si vous Oui, me s'il vous permettez. plaît, bien sûr. Monsieur Bruno, merci pour votre bonne réponse, Nava. C'était très enrichissant, ce live. Merci une fois de plus, mon mentor Bertrand, de m'avoir passé cette information. Parfait. Merci beaucoup, Très monsieur. gentil, Bruno, merci. Madame Awa, aidez-vous les étudiants à trouver un emploi si besoin. Alors, je vais référer cette question-là à monsieur Bertrand. C'est un grand oui, merci Nava, c'est un grand oui. On le fait avec beaucoup de plaisir. Maître Elmi a présenté les trois parties de notre accompagnement et dans la troisième partie, donc, ce sont les procédures légales, les documents à avoir, c'est c'est le soutien psychologique, c'est notre réseau. Maître Elmi l'a dit, c'est le réseau que nous mettons, que nous mobilisons, notre réseau personnel que nous mobilisons donc au profit des personnes que nous accompagnons. Absolument. On aide à trouver un emploi, on aide à trouver un logement avant l'arrivée de la personne, du jeune, de la jeune. On aide
autant que possible, autant que nécessaire, selon les besoins de la personne. On prend ça vraiment à cœur, c'est de personne à personne, là, parce que nous ne pouvons pas suffisamment insister sur le fait que nous sommes nous-mêmes dans ce pays des immigrants, des immigrantes, et nous connaissons les difficultés rencontrées par les immigrants, les immigrantes. Connaissons quels sont les défis que nous rencontrons, quels sont les obstacles, mais on connaît aussi nos forces, hein, nos ressources. Donc, on va chercher tous ces éléments pour accompagner les personnes avec qui nous travaillons. Donc, merci, Madame Awa, pour votre question. Monsieur Bertrand, si vous me permettez, on va finir peut-être la conversation. Il n'y a plus vraiment d'autres questions et je pense qu'on a fait le tour. On a donné quand même pas mal d'informations, même peut-être beaucoup d'informations. Au final, on fait vraiment une approche personne par personne. J'ai Monsieur Bruno qui m'a demandé comment, ou Target Investment, qui nous a demandé comment faire pour venir au Canada sans passer par les études. On regarde vraiment tout le passé d'une personne de A à Z. Et on travaille en commun, on travaille ensemble avec Monsieur Bertrand pour vous fournir vraiment tout l'écosystème dont vous avez besoin pour votre réussite, pour assurer votre réussite au Canada. Sur ce, vous avez les informations de Monsieur Bertrand et les informations de mon cabinet également. Si vous souhaitez déjà commencer par la demande de bourse, je vous invite à communiquer avec Monsieur Bertrand directement. Et si vous souhaitez directement, vous savez déjà que vous voulez faire la demande de permis d'études, que ce soit avec la bourse ou sans la bourse, je vous invite à communiquer avec moi en premier afin qu'on discute de la procédure et des options d'immigration que vous avez. Rassemblez vos documents et ensuite, ça sera Monsieur Bertrand qui vous aidera avec l'offre d'acceptation. Et ensuite, une fois que l'acceptation a été reçue, on fait le permis d'études et évidemment la recherche d'emploi et l'intégration. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir posé des questions, d'avoir été actifs. Merci pour vos mots, vos doux mots qui nous permettent d'avoir une bonne énergie et de continuer à faire ce que nous faisons. Et on espère être en contact avec vous très prochainement.